passer de branche en branche pour venir nous rejoindre. Ah. 3 jours de liane, 5 jours de pirogue. Frédéric Gerson. Mais là, est ce sont des branches d'histoire. On va passer effectivement en vue un petit peu l'histoire du Japon et notamment celle d'une élite qu'on appelait les shoguns. C'était qui ces shoguns? C'était les patrons des chefs militaires? Oui, absolument. Chef militaire, on peut le résumer comme ça. J'irai même un petit peu plus loin, on pourrait parler de dictateurs militaires. En fait, ce sont des hommes qui ont pris le pouvoir à la place de l'empereur. L'empereur a toujours été là. Il est là pour le symbole, pour les rites, mais celui qui dirige véritablement le Japon, à ce moment-là, alors ça dure combien de temps? Ça dure près de 700 ans quand même. Alors, voilà, et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait ce titre et cette fonction a disparu il y a de ça un siècle et demi. Exactement, au mois de novembre, tout à fait. Et il a remis les clés, le dernier shogun a remis les clés à l'empereur, si je puis dire, pour qu'il dirige à nouveau l'État entièrement, avec un Premier ministre, bien sûr. Mais alors, chef militaire, pourquoi? Au début, le titre de shogun est donné à des chefs militaires qui sont d'origine princière. Et puis, jusqu'au jour où il y en a un qui prend un peu plus le pouvoir que les autres, et à ce moment-là, le shogunat, comme on l'appelle, prend le pas. Nous sommes au XIIe siècle quand même, 1191 quand ça commence, jusqu'en 1867. Donc ça va durer extrêmement longtemps. Ça n'est pas une seule famille, mais on peut découper tout cela en 4 dynasties, 4 familles principales. Alors le principe est simple, le premier de la dynastie prend le pouvoir, donc il est très militaire, c'est beaucoup de batailles, beaucoup de bagarres. Et à partir de ses successeurs, eh bien, ils deviennent créatifs. Ils adorent les arts, ils vont développer les arts. C'est ce dont je vais vous parler aussi, évidemment. Alors, on regarde une carte pour se situer dans le Japon d'aujourd'hui, parce que la capitale, Tokyo, que l'on voit, qui est écrite en blanc, à côté, en dessous du mot Japon, on a aussi la ville de Kyoto. Kyoto a été la capitale pendant des siècles, la capitale du Japon, et c'est au 19e siècle que Edo, l'ancien nom de Tokyo, est devenu la nouvelle capitale. Tout cela a bougé, on va voir ça en images et on va voir évidemment quelques-uns de ces monuments. Et vous regardez bien parce qu'à la fin de ce court extrait en images, vous allez découvrir un palais extraordinaire, je le dis bien. Alors là, c'est la ville d'Edo, qui va devenir Tokyo, je vous le disais, à partir de 1603. C'est important parce que le shogun, il n'est pas fou, ça va vous rappeler quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à tous les princes et tous les chefs de guerre du Japon de passer 6 mois dans son palais, 6 mois par an. Ça vous rappelle pas Louis XIV avec Versailles qui demandait à tous les grands de venir habiter Versailles? Ben voilà, c'est la même idée. Et là, c'était en 1603, on est donc un petit peu avant Louis XIV. Là, je voulais vous montrer ce palais de Kyoto, justement, qui a été capitale impériale depuis le 8e siècle, entre 794 et 1868. Et voilà l'empereur Meiji, c'est l'arrière-grand-père de l'empereur actuel qui est sur le trône, Akihito. Et cet empereur Meiji, c'est lui qui reprend le pouvoir en 1867. Et là, je vous propose le palais impérial de Tokyo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont créé, ces shoguns? Je vous le disais, eh bien, avec eux, on va découvrir la peinture, mais la peinture à l'encre de Chine. On va découvrir le théâtre No. Ce sont eux qui vont relancer, parce que ça existait déjà depuis fort longtemps, mais ce théâtre avec des masques. Vous savez, on va en voir un petit exemple dans un instant. Mais là, je voudrais vous montrer 2 visages de shogun. C'est vous dire comment ces hommes étaient durs, non seulement avec eux-mêmes, mais avec le peuple. Tokugawa Yoshinobu, le voilà, ça c'est l'un des... Et puis un beaucoup plus ancien, Yoshimitsu. Ils ont marqué l'histoire du Japon. C'est vrai qu'en Occident, à part les grands spécialistes, ça ne nous dit rien comme nom, mais il faut savoir que c'est un passage incroyable. Voilà, un extrait de Théâtre No. Alors le Théâtre No se joue à 2 personnages. Il y a du chœur, il y a des chœurs, il y a du chant, et il y a les masques. 138 masques différents qui représentent évidemment 138 personnages différents qui expriment quelque chose avec l'intermédiaire de ce masque. Et voilà ce palais dont je voulais vous parler, château de Himeji. Figurez-vous, on n'a pas l'impression comme ça, mais il est tout en bois. Il a été construit, incroyable, en 1364, au XIVe siècle. Il fait partie du patrimoine mondial. Il est accroché au patrimoine mondial de l'UNESCO et pour cause. Et on l'appelle l'aigrette blanche, bien souvent, ce surnom, parce qu'il est tout blanc, contrairement à d'autres châteaux de l'époque, des mêmes époques, de cette même époque, qui étaient plutôt de couleur noire. Donc il sort comment dirais-je, de ce style de château qui était construit à partir du XIVe siècle. Mais et il y a 150 ans, ça s'est un peu mal passé entre l'empereur et le shogun pour que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, il manquait de développement. Ce qu'on demandait, c'était que les Japon ouvrent ses portes pour qu'il y ait un peu plus de commerce avec l'Occident, ou en tout cas avec le monde. Ouvrir les portes.
forte. Et ça, le shogunat était en bout de course. Ce type de pouvoir était en bout de course. Donc, il a tout simplement, comme vous le disiez, remis les clés. Merci Comme je le pour fais toutes avec vous, là. Oui, c'est ça. Tais-toi. Merci, tais-toi. Merci, Frédéric.